bonsoir. Mesdames, messieurs. Un tout petit direct en mémoire à Marc-Vivien Foé. Ce qui a toujours été une tradition chez moi de dire quelque chose en hommage à notre footballeur, notre frère, notre père, notre fils, Marc-Vivien Foé. J'aurais dû le faire hier, mais beaucoup de contraintes professionnelles ne m'ont pas permis de rendre hommage à Marco. Je pense que l'année dernière, d'ailleurs, cet hommage, je l'ai fait à partir de Lomé au Togo, où j'étais invité d'une émission santé du média togolais New World TV, ce média qui ne cesse de grimper, de monter et de devenir quasiment le numéro 1 en Afrique, en raflant plus d'une fois l'exclusivité du reportage des grandes compétitions footballistiques du monde, dont la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'est ce média qui avait arraché, damé le pion à des mastodontes comme Canal+. Et donc, j'étais sur le plateau de New World TV pour parler du décès de Marc-Vivien Foé, des causes de sa mort, pour que nul n'en ignore et pour qu'il n'y ait plus d'autres Marc-Vivien Foé plus tard. Parce que la mort de ce milieu du terrain camerounais qui a fait les beaux jours des clubs français, notamment Lens et Lyon, et des clubs anglais, notamment Manchester City, mais également un autre club anglais, qui est décédé dans son stade, le stade de Lyon, le stade Gerland, lors de la demi-finale Cameroun-Colombie, où, à peu près à la 63e minute, si je ne m'abuse, il s'est écroulé au milieu du terrain, inerte, inanimé, les yeux grands ouverts, revulsés, et comme on dit en langage commun, les yeux blancs, la tête retournée, penchée d'un côté, devant des coéquipiers médusés, des coéquipiers surpris, étonnés, apeurés, car c'est un spectacle qu'on ne voit quasiment jamais sur un terrain de foot, avec des sportifs plutôt en bonne santé, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur le terrain. Et quel sportif! Un joueur qui avait 10 poumons, un joueur qui ratissait large pendant toute sa carrière, un mur, comme l'a été Yaya Touré à l'époque, et bien d'autres grands sportifs. Mais le problème, c'est que Marc-Vivien Foé, dans cette compétition de la Coupe des Confédérations, était assez emprunté. Il était assez emprunté, pas aussi alerte que d'habitude, pas aussi vivace,
sans pouvoir cavaler, manger des kilomètres. Et d'ailleurs, qui avait souvent été remplacé. Marc-Vivien Foé n'avait pas terminé le précédent match, qui était, je pense, le quart de finale contre le Brésil. Et même avant, il était sorti. Oh, Marc-Vivien Foé ne sortait jamais. Et pourquoi Marc-Vivien Foé était aussi emprunté, pas en jambes, et souvent remplacé? C'est simplement parce que Marc-Vivien Foé était malade. Marc-Vivien Foé n'avait pas que, et j'ai envie de dire, n'avait pas la maladie qui lui a été finalement diagnostiquée ou alors attribuée après son décès par le staff médical de la FIFA. Quand on se souvient que le jour où Marc-Vivien Foé est décédé, le communiqué officiel du médecin de la FIFA était que bon, il n'est pas drogué, ok, on est d'accord, mais il avait une malformation cardiaque qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche. C'est quoi l'hypertrophie ventriculaire? L'hypertrophie du mot hyper, c'est-à-dire gros, prendre un peu plus de place que d'habitude. Le muscle cardiaque, c'est un muscle, donc ça a des fibres musculaires qui s'agencent entre elles pour former donc le mur myocardique, donc le muscle du cœur, le myocarde. Et le myocarde a une épaisseur qui est à peu près égale à 12 mm, entre 10 et 12 mm. C'est l'épaisseur normale de la grande, enfin du muscle de la grande cavité cardiaque qu'on appelle le ventricule gauche. Le ventricule gauche qui, donc, en se contractant, va propulser le sang dans tout l'organisme, enfin, dans la grande circulation de l'organisme, c'est-à-dire le cerveau, les organes qui sont dans le ventre, la poitrine, les membres inférieurs, voilà, un peu partout. C'est le ventricule gauche qui a cette fonction. En se contractant, ça éjecte. Donc, et pour se contracter, pour bien se contracter, le ventricule gauche a besoin d'avoir un bon muscle, un muscle assez épais sans être trop épais. Et donc, l'épaisseur normale tourne autour de 10 à 12 mm. Mais, dans certaines conditions, pour certaines conditions effectivement de post-charge, le ventricule peut prendre du volume. Quand il y a par exemple un obstacle en aval, ça peut être par exemple l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est-à-dire la tension au niveau du tuyau qu'on appelle aorte, va empêcher le ventricule gauche de bien se contracter. Donc le ventricule gauche va devoir travailler un peu en excès. Et un muscle qui travaille beaucoup s'hypertrophie. Donc il devient épais. Tout comme un muscle qui ne travaille pas s'hypotrophie. Donc, l'hypertension artérielle, par exemple, peut entraîner une augmentation de l'épaisseur du muscle cardiaque. Et donc, au lieu d'avoir une épaisseur jusqu'à 12 mm, ça peut aller jusqu'à 15 mm. L'épaisseur du muscle cardiaque chez un patient hypertendu, sévère, non contrôlé. Mais il y a aussi d'autres situations qui pourront entraîner un épaississement du muscle cardiaque. Mais cet épaississement-là n'est pas dangereux en soi, du moins ne contre-indique pas la pratique du sport, par exemple. Mais il y a un épaississement
qui contre-indiquent la pratique du sport. C'est lorsque nous avons un épaississement qui dépasse 15 mm et qui peut aller jusqu'à 20, 25, 30 mm. C'est-à-dire que plus du double de l'épaisseur normale du muscle cardiaque. Et cet épaississement-là est normalement dû à une anomalie génétique qui va entraîner la surproduction des fibres contractiles du muscle cardiaque, les cardiomyocytes. Donc, certaines molécules qui constituent la carcasse contractile du muscle cardiaque, le sarcomère, certaines molécules vont avoir une surproduction. Les fibres de myosine ou de tropomyosine, voire d'actine. Mais il y en a donc qui vont s'épaissir, vont se reproduire exagérément et finalement entraîner une augmentation de l'épaisseur du muscle cardiaque. Cet épaississement-là, qui dépasse 15 mm, n'est pas normal. Parce que entre 12 et 15, je vous ai dit, il y a l'hypertension artérielle, mais il y a même aussi que le sport lui-même, le fait de faire du sport, tout le temps, toi être entraîné, parce que vous courez, vous tirez sur les fibres, votre cardio et tout, donc le cœur travaille en excès, et à force de travailler, il va s'épaissir. Donc il y a un épaississement physiologique dû au sport. C'est ce qu'on appelle le cœur d'athlète. Et ça ne contredit pas la pratique du sport. Ça veut simplement dire que on est bien entraîné, on est un bon sportif. Tout comme le fait d'avoir un rythme cardiaque lent aussi peut être dû à un bon entraînement du sportif. Donc, un cœur relativement lent, entre 60 et 40 battements par minute, ce qui est une bradycardie. Voilà. Mais la bradycardie peut être physiologique chez les sportifs. Tout comme l'épaississement du muscle cardiaque peut être dû à la pratique du sport. Donc le cœur d'athlète peut se manifester par un cœur lent et un cœur qui est épais, d'une hypertrophie, mais physiologique. Mais l'épaississement dû au sport ne dépasse pas 15 mm. Alors quand on est au-delà de 15 mm, on a par exemple 20 mm, 25-30 mm, c'est dû à une anomalie génétiquement programmée. Donc cette maladie-là s'appelle la cardiomyopathie hypertrophique. La cardiomyopathie hypertrophique. Hypertrophic cardiomyopathie. Hypertrophic cardiomyopathie. C'est une maladie génétique qui a des conséquences importantes, pour ne pas dire dramatiques. Bon, les grâces Sony là qui viennent me mettre, as-tu un souci d'amour, ton mari ou ta femme t'a abandonné, dis donc. Ça, ce n'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut supprimer. Ok. J'ai supprimé ça. Voilà. Donc, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie héréditaire qui a des conséquences néfastes en termes de santé. C'est quoi, par exemple? Le fait d'avoir le muscle qui est trop épais. Il peut avoir un appauvrissement de l'apport du sang dans ce muscle. Parce que le muscle cardiaque a besoin du sang. Hein. Le cœur arrose l'organisme de sang. Mais le cœur lui-même a besoin aussi du sang pour fonctionner. Et le sang arrive
dans le muscle cardiaque par des artères qu'on appelle les artères coronaires. Et ces artères-là ont un calibre et une répartition bien donnée. Mais si le muscle cardiaque devient très épais, la vascularisation de ce muscle peut ne pas être en adéquation avec l'étendue de la surface du muscle cardiaque. Et donc, le sang qui arrive à une quantité bien définie peut être insuffisante pour bien nourrir le muscle cardiaque. Il y aura donc ce qu'on appelle un mismatch entre le besoin en sang et l'apport en sang. Ça, c'est déjà au repos. Mais à l'effort, vous savez qu'à l'effort, on a besoin de beaucoup plus de sang parce qu'on a besoin de plus d'oxygène. Et l'afflux du sang, qui est déjà assez rare parce que le muscle cardiaque est très épais. Et donc, dans des conditions où on va faire le sport, où on a besoin de beaucoup plus de sang, le sang n'arrivera pas en quantité suffisante et donc ça va creuser ce déficit en sang. C'est ce qu'on va appeler une ischémie fonctionnelle. Une ischémie fonctionnelle du muscle cardiaque. Et qui dit ischémie du muscle cardiaque, appauvrissement en apport du sang, dit instabilité électrique. Parce que le métabolisme, les échanges électrophysiologiques sont aussi dépendants même de l'apport en sang. Donc, la membrane des tissus, dans les cellules myocardiques, qui, à travers les échanges ioniques, grâce aux échanges ioniques transmembranaires, vont donc générer un potentiel d'action. Lequel potentiel d'action va être responsable donc de la contraction du muscle cardiaque, de l'électricité du muscle cardiaque. Et donc, ici, là, il y aura perturbation et on peut avoir donc une instabilité électrique des cellules myocardiques, d'où des arythmies ventriculaires, extrasystole, tachycardie, fibrillation ventriculaire. Plus le muscle est épais, plus il y a ce conflit et donc une instabilité électrique du muscle cardiaque. Et donc, l'hypertrophie de la cardiomyopathie hypertrophique dans des conditions de surchauffe en activité par le sport peut entraîner une instabilité du muscle cardiaque, entraîner des arythmies cardiaques qui peuvent être mortelles pendant qu'on fait le sport. Mais également, le muscle cardiaque est épais. Cet épaississement va se faire aux dépens de la cavité du ventricule, l'endroit où se remplit le sang pour être après éjecté. Et donc ce muscle cardiaque va en fait réduire l'intérieur de la cavité cardiaque. Et cette réduction peut et va même aussi concerner l'endroit où le sang part du ventricule gauche vers la aorte, ce qu'on appelle la chambre de chasse. Donc on peut avoir une obstruction à l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte. Obstruction. Et à l'effort, cette obstruction peut être encore plus importante. Donc, le sang, au lieu de sortir pour alimenter tout l'organisme, va sortir en petite quantité. Et si ça sort en petite quantité, ça va entraîner ce qu'on appelle un bas débit. Un bas débit, qui dit bas débit dit hypoperfusion cérébrale, par exemple. Et s'il y a hypoperfusion cérébrale, il peut avoir perte de connaissance. Donc, les malades qui ont une cardiomyopathie hypertrophique, quand ils font une activité sportive, quand ils poussent, ils peuvent perdre connaissance à cause donc de l'hypoperfusion cérébrale. Tout comme ils peuvent perdre connaissance s'il y a emballement du cœur à cause de l'instabilité électrique dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc le sport chez les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique est contre-indiqué. La cardiomyopathie hypertrophique est la première cause d'arrêt cardiaque, de mort subite chez les sportifs dans le monde. Le communiqué officiel de la FIFA nous dit donc que Marc-Vivien Foé souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique. Et moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit que waouh, il y a un problème, il y a un gros souci. Pourquoi il y a un gros souci? Parce que la cardiomyopathie hypertrophique est de diagnostic hyper facile. Il suffit de faire une échographie cardiaque à un patient. Même l'échographiste, même le cardiologue le plus nul de la planète, qui a quand même un peu appris à faire des échographies, va rapidement, dès qu'il pose la sonde, va voir que le muscle est épais. Un muscle qui a 14 mm, 13, 14, 15, bon, déjà, normalement, on voit ça. Mais ça, ce n'est pas la cardiomyopathie hypertrophique qui peut entraîner la mort. Pour qu'une cardiomyopathie hypertrophique entraîne la mort, il faut que l'épaisseur soit quand même assez importante, autant pour moi. Donc c'est des muscles qui ont 18, 20, 25, 30 mm de mercure, millimètres, autant pour moi, millimètres. Et ça vraiment, c'est majestueux, ça se voit facilement. Or, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Marc-Vivien Foé, comme tout footballeur international, a des visites chaque année avant le début de la compétition. Impossible de passer à côté. Et encore davantage, Marc-Vivien Foé a quand même joué dans plusieurs clubs. Et vous savez que quand vous partez d'un club pour un autre club, vous avez des tests qui sont réalisés par le club qui veut vous faire signer. Et on arrive donc comme ça parfois à repêcher un diagnostic, à mettre en évidence quelque chose que le club précédent n'a peut-être pas vu. Vous connaissez pendant l'histoire de Fadiga, l'excellent milieu de couloir sénégalais qui a joué entre autres à Auxerre et qui est parti en Italie. Arrivé là-bas, il a eu un test, on a découvert qu'il avait une maladie. Cette maladie-là, en fait, qu'on appelle le syndrome de Bourgada, a entraîné la mise en place d'un défibrillateur chez Fadiga. Et il y a il y a quand même quelques joueurs comme ça là qui, à la faveur d'un transfert et des tests faits dans le nouveau club, on a découvert quelque chose. Donc parfois, les clubs volontairement font les malins, cachent quelque chose et tout parce que c'est beaucoup d'enjeux financiers. Mais quand, ça c'est peut-être le club où il y a eu de l'affectif, vous étiez une pièce essentielle, machin, tout on a triché. Maintenant vous quittez là, vous partez dans un autre club qui vous prend parce que vous êtes bon, c'est tellement, mais vous venez pour être bonifié, ils vous disent que non, vous avez quelque chose. Donc c'est quand même étonnant de penser que Marc-Vivien Foé, qui a fait quand même au moins 4 clubs sérieux, avec des bilans avant signature de contrat, plus même maintenant les visites médicales annuelles, surtout sportifs de haut niveau, qu'on n'ait jamais découvert qu'il avait une cardiomyopathie hypertrophique. C'est simplement contre la Colombie, quand il décède, et on lui fait donc un bilan post-mortem, qu'on nous dit ça. Non. Il y a un problème à ce diagnostic. Et j'ai un problème à ce diagnostic. Mais par contre, ce qui est on ne peut plus indiscutable, c'est que Marc-Vivien Foé souffrait d'une diarrhée. Donc il avait une gastro-entérite pendant la compétition depuis quelques jours où il faisait la diarrhée, d'après son épouse, qui a donné une interview à la CRTV, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Marc-Vivien Foé avait la diarrhée, il prenait les médicaments, il n'était pas bien, il était fatigué, et on l'a vu, par exemple, lors du match contre le Brésil, en quart de finale, où il a d'ailleurs été remplacé.
Et que ce match-là, d'ailleurs, aussi, on a vu que c'était pas vraiment le Marc-Vivien Foué qu'on sait. Et Marc-Vivien Foué ne devait pas jouer ce match. Il ne devait pas jouer ce match parce qu'il était malade. Et son coéquipier Achille Emana a donné une interview aux médias français RMC, Radio Monte Carlo, où il a dit que Marc-Vivien Foué, le jour du match, lors du déjeuner de midi ou bien le petit déjeuner et tout, où tout le monde, tous les joueurs étaient dans la salle, où ils prenaient leur repas, et manquait Marc-Vivien Foué. Et je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre a demandé, mais où est Marc-Vivien Foué? Et les responsables ont dit que non, il n'est pas... Enfin, il se repose, il est dans sa chambre et tout. Marc-Vivien Foué n'a même pas pu participer au déjeuner ou au petit déjeuner du groupe. Mais ça, c'est quand on est malade. Et quand on est bien malade. Et en plus, deuxième indice, il dit à son épouse, ce jour-là, à un moment donné de la journée, je vais te dire quelque chose, mais tu ne dis à personne, c'est quoi, non, je ne vais pas jouer. Comme je suis pas en forme, bon, bah, il faisait la diarrhée, sa femme a dit ça, je vais pas jouer. Pour la rappeler plus tard et dire, bon, finalement, je vais jouer, mais je vais jouer juste une mi-temps, la première ou la deuxième mi-temps. Ah. Ça veut dire que le staff technique et le staff médical des Lions Indomptables ont estimé que Marco, indispensable, devait jouer malgré sa maladie. Donc ils ont pris le risque de faire jouer Marc-Vivien Foué, ce qui est interdit. Ce qui est interdit sur le plan médical. Ils ont donc décidé de faire jouer Marc-Vivien Foué. Mais une mi-temps. Bon. Et lui-même, vous savez, les footballeurs, ils veulent jouer, hein? Qui n'aimerait pas jouer une demi-finale d'une Coupe des Confédérations. Marc-Vivien Foué a donc pris le risque et le staff a pris le risque de le faire jouer. Il a donc joué la première mi-temps et à la grande surprise même de son épouse, Marc-Vivien Foué a été reconduit à la deuxième mi-temps. La goutte qui fait déborder le vase. La deuxième mi-temps de trop. Marc-Vivien Foué a continué à tirer sur les cordes. Il en est mort. Alors, comment on explique donc le décès de Marc-Vivien Foué dans un contexte où il est malade, il fait la diarrhée et il va jouer? Il faut savoir que l'activité physique s'accompagne d'une production de chaleur dans l'organisme. L'activité physique s'accompagne de la production de chaleur. La chaleur qui est physiologique, qui a pour objectif de maintenir la température du corps humain, la température interne, dans une fourchette normale, autour de 36-37 degrés. Donc, tout ce qu'on produit, puisqu'on fait des efforts, on brûle les calories, on brûle les graisses, on produit de la chaleur. Cette production de chaleur de l'intérieur doit être dégagée pour ne pas surchauffer notre organisme et ne pas avoir ce qu'on appelle le coup de chaleur qui peut, si le coup de chaleur est très important, entraîner le décès. Il faut donc libérer le trop plein de chaleur de notre corps. Et ça se fait comment? Ça se fait essentiellement par la transpiration. Donc, la transpiration que vous voyez là, que nous avons quand nous courons et tout, cette transpiration est physiologique et c'est un mécanisme de maintien de l'homéostasie du corps humain. Donc, entre autres, une chaleur, une température physiologique normale. Donc, on va transpirer. On va transpirer.
on va transpirer. Donc, il y a la transpiration, l'évaporation, et tout qui sont les mécanismes qui évitent le coup de chaleur. Mais, le fait de transpirer, dont on perd l'eau de l'organisme, le fait de transpirer, lui peut avoir une autre conséquence, c'est la déshydratation. Donc d'un côté, on évite le coup de chaleur, mais de l'autre côté, on peut avoir une déshydratation. Christian Foy dit équilibre interne du cœur. Bravo. Donc, on est dans un équilibre fragile entre, d'un côté, possibilité de coup de chaleur, de l'autre côté, possibilité de déshydratation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de boire de l'eau. De boire de l'eau. Et vous avez remarqué que depuis déjà quelques années, dans les compétitions internationales, on a introduit la notion de pause chaleur pour se réhydrater. Donc, il faut boire et boire suffisamment pour maintenir le volume d'eau nécessaire pour empêcher la déshydratation intracellulaire. Donc, il y a cette déshydratation physiologique parce que on joue, on transpire, on n'a pas bu de l'eau. Mais il y a une deuxième déshydratation. Celle-là, elle est pathologique, due à la diarrhée. Quand vous faites la diarrhée, vous perdez l'eau. Et avec les sels minéraux, vous perdez de l'eau. Donc, vous pouvez être déshydraté. Marc-Vivien Foé avait donc une double déshydratation pendant toute sa compétition. Déjà, il a commencé le match avec la déshydratation due à sa maladie, à la diarrhée qu'il faisait. Et ça fait que vous êtes faible, vous êtes fatigué, et vous avez même du mal à jouer. Et c'est pour ça qu'il avait du mal à terminer des actions. Et quand il rentre en deuxième mi-temps, c'est des déshydratations qui s'aggravent. Déshydratation physiologique du sport, en plus de la déshydratation naturelle, a fait que Marc-Vivien Foé était déshydraté. Donc déshydraté, ça veut dire que vous perdez même les ions, dont le potassium. Et vos cellules musculaires, cardiaques, sont davantage vulnérables à toute excitation. L'excitation ici, là, qui a pour moteur, je vais dire ça comme ça là, l'augmentation du système nerveux autonome et notamment le système sympathique par les hormones sympathomimétiques qu'on appelle l'adrénaline, la noradrénaline. Quand on est en surchauffe, on mobilise beaucoup son adrénaline. L'adrénaline qui va exciter le cœur. Un cœur qui est déjà vulnérable à cause d'une hypokaliémie, donc baisse du potassium due à la déshydratation. Parce que quand on est déshydraté, on perd les ions. Le sodium, le calcium, le potassium et tout, donc on perd ça. La déshydratation physiologique, par le sport, la transpiration, on perd aussi les ions. Donc finalement, on va avoir une hypokaliémie importante qui a une double cause. La cause physiologique et la cause pathologique, la diarrhée. Et ceci va donc entraîner l'emballement du cœur. Ce qui veut dire que, même si par extraordinaire, je ne crois pas à ça, Marc-Vivien Foé avait peut-être une cardiomyopathie hypertrophique qui ne devait donc pas être très importante. Et que c'est pour ça que même les médecins qui le voyaient en club négligeaient sans se dire que bon, parce que nous on sait que la cardiomyopathie qui devient vraiment inquiétante, il faut qu'elle dépasse les 20 mm. Quand c'est même 30 mm, là vraiment c'est contre-indication formelle. Alors est-ce qu'il avait par exemple 16, 17 et on se disait bon ça va encore et il joue avec.
Mais maintenant, dans ce terrain, donc d'une cardiomyopathie, mais sont toutes modérées, vous ajoutez la diarrhée, donc la déshydratation, dans un contexte où il y a une hyperadrénergie, parce qu'on joue, tout ça là, ça fait un cocktail Molotov qui a donc entraîné certainement l'emballement du cœur de Marc-Vivien Foé et le décès. Donc, ce qui veut dire que, pour terminer avec cet enseignement, Christian Foé, je vais répondre à ta question. Y a-t-il un lien entre la cardiopathie hypertrophique on dit, et le rythme cardiaque? C'est ce que j'ai dit déjà tantôt. La cardiomyopathie hypertrophique, elle va va obstruer la chambre de chasse et empêcher au sang de sortir. Mais elle va aussi, par son hypertrophie importante, entraîner une ischémie fonctionnelle lorsqu'on fait un effort, d'entraîner une hyperexcitation du muscle cardiaque. Mais la cardiomyopathie en elle-même n'a pas une incidence sur la fréquence cardiaque. Mais si on fait l'effort, si on joue, puisqu'on accélère son cœur, et quand on accélère son cœur, donc on augmente la demande en oxygène de notre muscle cardiaque. Mais si le muscle cardiaque est malade parce qu'il est très hypertrophié, cette demande en oxygène va être non suppléée. Ne va pas être ne va pas avoir une réponse satisfaisante de la part de notre organisme à cause de l'importance de la masse musculaire myocardique. Et ici, là, le seul lien qui est entre la cardiomyopathie hypertrophique et le rythme, quand tu dis le rythme, je suppose le rythme rapide, ou bien le rythme normal mais rapide, le lien, c'est le sport. C'est le sport ici, là. Donc, le sport ici, là, par l'apport excessif, l'activité importante du système nerveux autonome sympathique, l'adrénaline. Donc, par cet apport d'adrénaline, l'accélération du muscle cardiaque va être délétère pour le cœur hypertrophié. Et cette action délétère va être encore magnifiée par l'hypokaliémie due à la déshydratation. D'une part physiologique, parce qu'on fait on court, mais aussi pathologique, parce que on a la diarrhée. Marc-Vivien Foé, pour moi, est donc décédé à cause de la déshydratation due à la diarrhée qu'il avait. Vous comprenez pourquoi il est interdit de faire le sport lorsque, vous êtes malade de manière générale. Et en plus, si vous avez de la fièvre, parce que cette fièvre-là peut être une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Et si votre muscle cardiaque est enflammé, en plus donc de l'adrénaline qui est la gâchette, vous allez emballer le cœur. Vous ne faites pas aussi le sport lorsque vous avez la diarrhée, parce que vous allez vous déshydrater avec la diarrhée, et la déshydratation, donc perte des ions, va entraîner une hypokaliémie. L'hypokaliémie est à risque d'emballement du cœur. Oui, Alain Giresse, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, on monte même parfois à 15, rarement à 20, après on descend et tout, parce que c'est les hiboux c'est les exigeants qui viennent là, et certains hiboux aussi, mais de toute façon les fanatiques, ils viennent, après disons, c'est pas le Japap, je pensais que c'était le Japap, ils s'en vont. C'est ça. Mais, rassurez-vous, moi,
j'ai un principe et je suis renforcé par certains communicants que j'ai déjà entendus qui disent non, c'est pas la vue que je veux. Le jour où mes vrais followers que vous êtes indisposés, mais il y a un seul en ligne, je distille mon enseignement. À partir du moment où il y a un seul followers en ligne, je parle. Vous savez, moi je suis pas... comment vous les appelez? Je suis pas là pour faire le buzz. Je suis pas là pour avoir des millions de vues. Non. Je suis là pour la postérité. Pour apporter ma modeste contribution à la connaissance générale des populations. S'il y a une personne qui est contente, je suis content. S'il y a deux qui apprennent quelque chose, je suis content. J'aurais fait ma mission. Parce que c'est aussi pour ça que je suis allé à l'école de médecine. C'est pour ça. Je n'ai pas été plus méritant que celui-là qui a voulu et qui n'a pas pu. C'est que bon, Dieu a dit que, mais Dieu aussi a dit, il faut redistribuer. C'est pour cette raison que beaucoup de scientifiques, des médecins aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux, pas pour vous, enfin, pas pour prendre la place des vrais gens, hein, parce que vous tu es déjà, comment le mot là, chaque influenceur, tu es déjà influenceur, tu veux pas faire la musique, c'est un gâteau précieux, hein, qu'il faut pas partager avec des petites personnes comme nous. Donc on dit que non, on n'est pas influenceur, et moi je suis pas influenceur, je n'en ai rien à foutre avec. Je donne des points de vue sur la médecine, sur l'enseignement, mais sur les questions de société, parce que un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit avoir une position bien tranchée, mais qui peut évoluer, parce que il faut éclairer. Mais on peut se tromper. On se trompe même souvent, mais bon. Qui ne se trompe jamais que celui qui ne fait rien. Donc, oui, Christian faut influenceur. Il paraît que je suis un influenceur quand je parle des églisiens, de la fécafoute, de ceci, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais effectivement, beaucoup de médecins aujourd'hui, hein, il n'y a pas que Canadiens, Français et tout. Il y a des gars qui sont des TikTokers, des balaises. Hein, je vois moi-même quand parfois je suis même jaloux. Bon, c'est aussi parce que je vois que je me suis pas spécialisé sur simplement la médecine. Parce qu'il y a des gens, ils ne font que ça, ils font que la médecine. Mais moi, je me revendique, honnêtement, je me revendique être un intellectuel dans le sens large du terme. C'est-à-dire, je donne des avis sur tout ce dont je considère que j'ai une petite compétence. Donc, et en plus, je suis très mal de voir que mon pays va mal, que le Cameroun va mal, que le Cameroun est à la traîne à tous les niveaux, que le Cameroun est à la traîne. Voilà, on était premier, on est devenu dernier. Que moi-même, j'ai pas été capable d'exercer au Cameroun. Hein? J'exerçais dans des conditions de guerre. De guerre. Ouais. Médecin de l'hôpital à Quintini. Vous voyez dans quelles conditions vous travaillez. La qualité de l'échographe. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous partez à l'hôpital de District Bonasama. Il n'y a que l'électrocardiogramme. Il n'y a que l'ECG. On affecte un cardiologue dans un hôpital où il n'y a que l'électrocardiogramme. Pas d'appareil d'échographie. Pas de Holter, ECG, pas de MAPA, pas de test d'effort, rien. Pour un diagnostic non invasif, rien. Ça, c'est le pays de Paul Biya. Paul Biya, qui casque des milliards à aller se reposer à l'hôtel intercontinental, à se faire soigner là-bas, à évacuer tous les croulants, à l'hôpital américain ailleurs.
Les hôpitaux camerounais n'ont rien. Moi, je connais tout ça. Je connais le milieu médical hospitalier camerounais comme ma poche. J'ai pas été où. Les hôpitaux de Yaoundé, je connais. Tous les hôpitaux, grands hôpitaux de Douala, hôpital Akinti, hôpital général, hôpital gynéco-obstétrique. C'est des hôpitaux où je suis passé, où je suis. Hôpital de district. C'est seulement le nom. Rien pour bien faire la médecine. Et donc, mais je ne peux pas. Oui, y a-t-il un centre hospitalier au Cameroun où on place des pacemakers? Oui, encore que le pacemaker, ça c'est le B.A.B.A. Hein. Pacemaker, normalement même dans une chambre, vous pouvez mettre un pacemaker. Voilà, l'hôpital général de Douala, on en met. À Yaoundé, il y a des structures qui mettent. Apparemment, à la Quintini, il y a un de mes petits là qui a commencé à mettre tout. Oui, mais ça c'est la moindre des choses. Voilà. Oui. Donc, vous imaginez la souffrance que j'ai quand je suis au Cameroun à consulter les malades? Je vous dis encore, même dans les hôpitaux universitaires où on enseigne, on encadre les étudiants, où il y a des professeurs, vous vous rendez compte que quand je fais des consultations, j'utilise au maximum 20% de mes connaissances. C'est-à-dire que je suis donc utile dans maximum 20% des cas aux malades. Parce que vous n'avez que le CG. Vous n'avez que le CG. Pour soigner. Vous soignez comment? Vous ne soignez pas. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Quelle satisfaction vous pouvez avoir à faire semblant? Et les médecins camerounais se contentent de ça. Dès que je prends l'avion, je reviens sur Paris. Mais je sens heureux. Heureux. Même dans ta consultation privée, tu vas tout faire. Parce qu'il y a tout dans le pays. Tu veux n'importe quel examen, tu demandes. Le malade, il va faire, il te ramène le résultat, tu avances dans ta démarche diagnostique. Et quand ça relève de la rythmologie interventionnelle, allez, je te prends rendez-vous dans mon hôpital. Tac, tu arrives à mon jour de bloc et tout. Je t'opère. Si c'est le pacemaker, tu as le pacemaker. Si c'est la resynchronisation cardiaque, tu as ça. Si c'est les ablations des arythmies, tu as ça. Jusqu'aux arythmies les plus complexes, tu as ça. Je travaille dans des conditions qu'on devrait avoir en Afrique, au Cameroun. On n'a pas. Et on dit que moi, Aimé Boni, j'ai souffert pour quitter le Cameroun, pour aller en Union soviétique, c'était à l'époque. Mes collègues même se moquaient de moi, ceux qui avaient les bourses pour aller en France, en Allemagne et tout ça. J'ai dit que moi, je suis un enfant de pauvre, je n'ai pas le macalapathie. J'ai eu ma bourse parce que j'ai remplissé les conditions académiques pour avoir une bourse. Je pars moi faire ma médecine chez les fous, les soviétiques. Oh. Laissez-moi, c'est pas grave. Quand dans la vie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes tracé vous-même votre agenda, votre marche, votre feuille de route. Ne regardez pas tout ce qu'on va dire autour de vous. Oh, machin, encore à l'époque, là, moi à l'époque, on parle du Cameroun en 86. L'Union soviétique, c'était un pays des fous, hein. C'était, il barrait partout. Et le foie. Non, laissez-moi ça. Mes camarades de la fac, puisqu'on était en fac là, une année de fac, c'était juste pour chercher les bourses. À l'époque, le pays était encore bien, il y avait encore l'argent, il y avait encore les bourses. Les gens avaient les bourses pour aller, qui au Canada, qui en Allemagne, qui en France, en Belgique. C'était quand même les pays les plus cotés des bourses camerounaises à l'étranger. Va donc avoir la bourse du Canada. Tu vas commencer par quoi? Tu vas dire que non, j'ai eu mention très bien au baccalauréat, puisqu'il y avait des conditions, c'était les meilleurs qui avaient les bourses. Il y avait l'âge et puis la mention au bac. Tu vas faire comment?
Kigali, la belle, oui. Je suis un Russe, hein. Comme tu vois là, moi, je suis un Tavarich. Je suis un Russe. J'ai fait ma médecine générale en Russie. Je suis juste venu faire j'ai fait ma spécialisation en France, mais ma médecine générale, c'est en Russie. Un pays qui a fabriqué son vaccin contre la Covid. Preuve que c'est un grand pays de recherche médicale. Les Camerounais font leur boulot, la Russie, machin, tout. On peut. La médecine russe, on peut. Des gens qui ont eu des prix Nobel. Donc, ce qui veut dire que les fils des grands avaient eu les bourses pour la France, la Belgique, le Canada, le UK et tout ça. Ah, moi, je suis un enfant d'un fonctionnaire moyen qui ne triche pas, qui ne vole pas et tout, j'ai pas de coup de fil et tout. On dit que bon, il reste des bourses de Russie, dis donc, donnez-moi. Donnez-moi, dis donc. Il y a quoi? Je vais devenir médecin. Je suis allé en Union soviétique. J'ai connu la chute du mur de Berlin. La perestroïka de Gorbatchev. La dureté de la vie en Russie. Pas simplement climatique, mais même en général parce que le russe et l'étranger, le noir, c'était pas facile, hein. On a connu ça. Mais quand vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous avancez. Et après, mon diplôme de médecin, généraliste et tout, une année de spécialisation en cardiologie là-bas, j'ai fait un transfert pour la France. Donc j'ai connu les hauts et les bas, les bons côtés, les mauvais côtés de la Russie, de la France, et je vois le Cameroun. Et je vois comment on est un pays riche qui aurait pu offrir à sa population les meilleurs plateaux de médecine, les meilleurs laboratoires d'enseignement et de recherche pour que le Cameroun soit un hub médical. Mais non. Mais non. Donc la même personne avec les mêmes neurones. Au Cameroun, je ne peux pas faire les diagnostics. En France, non seulement je te fais les diagnostics et je te soigne des maladies cardiaques les plus complexes. Est-ce que c'est normal? Et on veut que je sois un mec qui va supporter Ethofis. Comment je peux supporter Ethofis? Dites-moi. Comment? Comment vous pouvez supporter un homme qui connaît ce qui est beau, qui a vécu depuis son jeune âge, qui a vécu dans des conditions de pays développés, l'Espagne, après l'Italie, l'Angleterre, avant d'aller un petit tour pour prendre de l'argent à Makashkala, et qui est revenu en Angleterre, qui sait ce que c'est que pouvoir bien se soigner, bien s'éduquer dans des bonnes conditions scolaires, ses enfants je veux dire, vivre, rouler dans des bonnes routes, profiter du développement. Il sait ça. Mais quand il arrive au Cameroun, il rentre dans la gadoue. Il rentre dans la poubelle de la mauvaise gouvernance, qu'il adoube, qu'il favorise. Qui dit que son champion, c'est l'homme qui a plongé le Cameroun dans la boue. L'homme qui a fait du Cameroun la risée du monde entier, où n'importe quel Africain aujourd'hui nous insulte. Et Ethofis dit que c'est son champion. Et il remet une couche, là encore, dernièrement, après nous avoir préparé dans son interview à France 24. Et on veut que un homme comme moi, qui a mon parcours, qui a saigné,
mais qui a vu comment les Européens construisent leur société. Et qui sait que les Européens ne sont pas forcément plus intelligents. Ils sont simplement plus rusés, plus solidaires, plus amoureux du beau. Ils ont la fierté de poser une pierre quand on te donne la possibilité par un poste de responsabilité. Et que nous, les Africains, on est fiers d'enlever la pierre qui avait même été posée. Comme Aïdjo a posé quelques pierres pour bien venir tout enlever. On est fiers de ça. On est fiers d'être dans la gadoue. On est fiers de dire que, bon, vous dites que il vole, qu'il a dit qu'il ne prend pas de salaire, mais il est en train de manger l'argent. Mais il mange plus que qui? Voilà un peu le raisonnement des Camerounais. Un Camerounais qui s'ouvre, qui dit que Paul Biya vole beaucoup avec ces gens. Mais il te dit que, bon, même si toi bouffe, les autres aussi bouffent, non. Le Camerounais, qui est devenu le produit de son milieu. C'est-à-dire que le Camerounais, par essence, est malhonnête. Il est malhonnête. Mais en même temps, c'est un messianique. Il aime avoir un messie. Il aime avoir quelqu'un qui croit être, enfin, la fabrication directe de Dieu. Être dans un demi-dieu. Donc c'est pour ça que ces deux défauts mis ensemble, vous êtes malhonnête et donc vous allez trouver que c'est normal que quelqu'un soit malhonnête, soit voleur. Et en même temps, vous voulez avoir une boussole. Quelqu'un qui vous dit va et vous dit je vais. Et ils ont donc vu, et ils ont eu ce personnage-là, qu'on appelle Samuel Eto'o, qui est malhonnête, mais ça leur dit rien. C'est normal même d'être malhonnête quand on est Camerounais. Parce qu'en fait, si Eto'o se retrouve aujourd'hui dans une commission qui va l'interroger sur des faits qui ne sont quand même pas des inventions, sont sérieux. Il n'y a pas une invention exagérée là-dessus. Il a signé un contrat avec Xbet, il ne devrait pas le faire. Il a favorisé certains clubs, c'est indéniable, au popo. Il a des conversations qui font état quand même d'une mauvaise intention de trucage des matchs et autres. Personne ne peut discuter ça. Et on ne l'auditionne même pas sur d'autres faits qui relèvent même de la morale. Sa violence physique, a boxé un Algérien, a menacé un Belge. Voilà un peu le prototype du Camerounais qui aujourd'hui est adoré par une bonne partie de la population. Un pays devenu violent à cause de Paul Biya. Et on demande à un intellectuel que je suis d'adouber ça, de supporter ça, comme mon estimé Baïbek. Moi, je ne comprends même pas les intellectuels camerounais, parfois. Pourquoi cet aveuglement face à des choses qu'on doit recuser, c'est-à-dire de manière tranchée? Un Camerounais normal, qui plus est un intellectuel, doit dire non, je ne peux pas être d'accord avec Eto'o. Pour supporter un régime sanguinaire. Le régime qui a assassiné Martinez Zogo, qui a assassiné le prêtre c'est Ola Bébé, qui a assassiné des tonnes de gens et qui assassine au quotidien par les mauvais soins, la mauvaise offre de santé. On ne peut pas supporter quelqu'un qui supporte celui-là. On ne peut pas supporter quelqu'un qui est violent, qui est quand même dans certaines malversations. Voilà. Prendre beaucoup d'argent à gauche, à des milliards, on ne voit pas où est-ce que ça part, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est quand même extraordinaire. Quand on parle du football, ce n'est que des milliards qui sortent. Pourquoi le football qui n'est qu'une distraction dans un pays sérieux? Et aujourd'hui, mais demain, je vais faire un post sur ça. J'y prends Rémi Ngono.
J-Paul Rémy Ngono, dans son direct d'aujourd'hui, il a terminé son direct en confessant que Eto'o n'est pas bon, que Eto'o s'est planté, que Eto'o a trahi le peuple, en lui disant, il n'est pas trop tard, reviens à la raison, ces gens-là ne sont pas avec toi, ils vont même à la limite t'assassiner. Quand on a dit ça, on a tout dit. Parce que voici quand même quelqu'un assez intelligent qui avait tout pour ne pas dépendre du régime sanguinaire de M. Paul Biya, mais qui a décidé d'aller dans cette famille en abandonnant sa famille naturelle, qui est le peuple en souffrance, qui souffre, comme lui-même il a souffert dans sa jeunesse, quand il sort d'une famille quand même pas aisée. Mais maintenant, on dit, non, viens, reviens, machin truc. Dis donc, ah bon, depuis au moins 2017, que le type a choisi son camp. Et il dit, mais vous dites encore maintenant que je suis là-bas. Et vous lui dites, non, reviens, viens retrouver ta famille et tout. Non. On ne peut pas accepter ce genre de personnage dans notre famille. Des en bas d'en bas. On ne peut pas. Parce qu'il va faire comme Alain Eboutou. Il va faire comme Alain Eboutou, qui est fondamentalement, foncièrement, une tribaliste. Qui s'oppose simplement à un régime qu'il a rejeté. Si elle avait eu un poste là-bas, si Chantal Biya lui avait dit, ben écoute, viens, ma soeur, viens aussi manger ta part, elle allait sortir tout ce qu'elle a sorti là sur le couple présidentiel. Non. Eto'o, pareil. Il est fondamentalement un sardinard, un RDPciste, comme tous les footballeurs camerounais. Voilà. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être bipolaire comme les J-Paul Rémy Ngono et d'autres voix qui portent au Cameroun. En même temps, on fustige le régime sanguinaire de M. Paul Biya, mais aussi, en même temps macronien, on supporte des gens qui sont en plein dans ce régime, qui profitent de ce régime, qui ont des passe-droits par ce régime. En l'occurrence, Eto'o fils. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, moi, je ne peux pas être comme mes collègues médecins, enseignants, chercheurs, qui ne font que la médecine, qui ne communiquent que sur la médecine, malheureusement. Malheureusement. Je ne saurais être l'intellectuel cantonné à son domaine de formation, la médecine et l'enseignement. Je suis désolé, parce que mon pays va mal. Si le Cameroun était un pays à peu près normal, mais je ne m'occuperais pas de la dénonciation des choses qui sont finalement du détail. Mais là, on n'est pas dans le détail. On est dans l'essentiel. Le Cameroun va mal. J'aimerais bien pouvoir être un enseignant qui a une chaire au Cameroun, qui forme des médecins au Cameroun, qui constitue une équipe au Cameroun, parce que je travaille dans des conditions normales. Mais la plupart de mes collègues qui sont là au Cameroun, qui sont les gens qui ont tous les grades universitaires, dis donc, écoutez, laissez, dans quelles conditions ils travaillent? Dans quelles conditions? Parce que quand ils prennent l'avion pour venir en Europe, là, en Occident, pour se frotter aux collègues ici, là, vous pensez qu'ils voient du bien? Ils rasent les murs, ils rasent les murs, ils rasent les murs. Et c'est ça qui me déçoit. Quand un intellectuel accepte
miséré. Juste parce que il veut la vie facile, des nominations pour être dans les budgets. Non, c'est pas un intellectuel. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai refusé ça. J'aurais pu accepter ça et être tranquille. J'aurais pu me battre, faire le malin là depuis mon retour au Cameroun. C'était quand même en 2002. Hein. 2002, je suis resté 6 ans ou 4 ans. Ça n'a pas marché, je suis revenu en Europe. Et maintenant, je repartais simplement pour les enseignements. Mais donc, j'étais quand même au Cameroun. Ben, écoutez, on sait tous comment on s'introduit dans des trucs pour avoir des postes. Je serais au minimum recteur d'une université aujourd'hui. Je serais au minimum recteur d'une université au Cameroun, voire ministre. Mais les Mendozé, les Mebengo sont où? Un pays à gouvernance renversée, écoute, un homme normal qui sait donner les moyens dans la vie n'accepte pas de rentrer dans ces conditions. C'est pour ça que je dis toujours que si vous voyez quelqu'un qui a le CV le plus long du monde et il est dans le gouvernement de Paul Biya, il impose des responsabilités au Cameroun, c'est que c'est pas quelqu'un, dis donc. C'est pas quelqu'un. Des gens sérieux ne peuvent pas rentrer dans le gouvernement de Paul Biya. Impossible. Un homme sérieux qui a bien fait ses études, qui a les moyens de sa politique, ne prend pas. Parce que les postes là, c'est les postes de compromission. Dès que vous entrez là, déjà, vous êtes entré au RDPC. Vous êtes obligé de militer pour le RDPC. Même en faisant semblant. Mais, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être... Vous n'avez pas besoin que vous soyez sincère. Et il fait quoi avec votre sincérité? Que vous aimez vraiment sa politique. Quelle politique? Déjà, il n'a pas de politique. Il n'a pas de politique. Il a quelle politique? Pas bien quelle politique pour dire que bon, il y a peut-être une ligne directrice, il y a une boussole là. Comment on disait, les faux slogans de... comment il a même encore appelé son faux slogan là quand il est monté au pouvoir? C'est tellement bidon que j'aime oublier. Si c'est développement, on n'a pas encore ça. Si c'est communautaire ou enfin, vous allez peut-être me rappeler les faux slogans du renouveau de Paul Biya. Hein? Que lui-même le livre, même il n'a même pas lu ça. Parce que c'est pas lui qui a écrit. Et il n'a jamais lu ça. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc, la gouvernance de Paul Biya, oui, il y a rigueur, non, rigueur moralisation, mais il y a donc le libéralisme communautaire. Oui, le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire. Regardez-moi des programmes politiques bidons pour le libéralisme communautaire. Il y a quel libéralisme au Cameroun? Décentralisé. Parce que communautaire par communauté, tout ça, il y a quoi? Il y a quoi? On dit que on vous donne la possibilité de vous autodéterminer, de vous développer par communauté, par région, parce que ça revient en fait à la décentralisation. Il n'y a que décentralisation au Cameroun. Et que l'État est là juste pour, allez, avoir un contrôle holistique et puis à récupérer sa part. Mais on vous laisse. Il y a ça au Cameroun. Pour bien, c'est ça. Oui, je pense même que c'est un peu une idée de Paul Biya, d'Ahidjo. Je pense même.
Je pense. Bon. Mais il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu demandes à Paul Biya que bon, parle-moi un peu de la politique. Parle-moi de ta politique. Parle-moi de tes actions. Parle-moi un peu de ta vision. Eh ben, ouais, le bord est où? Vous donne le bord là, hein, pour que je lise un peu. Moi, Ibrahim lui dit que non, président, il n'y a pas que le bord ici là, parce que vous avez juste 5 minutes. Hein, parlez. Do you understand me? Do you understand me? Non, disons, parler ici là, il n'y a pas que président, tout le monde est au même pied d'égalité. Même pour féliciter, enfin, pour adresser un mot aux forces de l'ordre qui ont été tués dernièrement au Nozo, je pense. Je pense peut-être 2 militants policiers ou comme ça là. Pour prononcer 5 phrases. Le gars lit. Il lit. On va dire que ben, il est vieux. Quand on est vieux, on va au village, hein. On reste pas au pouvoir. Donc, comment moi, Aimé Boni, je vais accepter parce que ils ont commis une erreur là. On voulait dire peut-être Bonnier. On a dit Boni. Directeur de je sais pas trop quelle société, machin truc là, moi. Je prends mes cacos. Je rentre au carreau et dis oh, moi aussi, on a pensé à moi. Ou on va venir, les conseils qui sont là depuis, connaissent, directeur, ça voilà comment ça se passe, hein, vous voyez là, ça, la ligne, c'est là, on fait comme ça, là, on tourne le chiffre, c'est comme ça, là, on fait comme ça, non, c'est comme ça se passe toujours, et puis, vraiment, tant que vous ne parlez pas mal du président, et d'ailleurs, dans votre discours, vous devez prononcer son nom même 10 fois. On vous laisse tranquille manger. Et vous voyez donc, quelqu'un, on vous a dit que il était directeur de je sais pas trop quoi, dans quel pays là, il travaille dans un organisme là, donc il vient, on va dire que c'est un technocrate, il va venir faire machin. Depuis que Paul Biya nomme cet technocrate de sous-quartier là, qui a déjà fait un boulot là, jusqu'à on voit qu'au moins le secteur ici au Cameroun, c'est la référence de la sous-région. Entre nous, dites-moi. Donc, même si vous êtes intrinsèquement bon et vous voulez faire, vous savez que vous arrivez dans un milieu où tentez de faire bien, tentez de bien travailler. Avec, ouais, un opposant. On a même nommé comme ça un opposant. Donc, si vous voyez quelqu'un dans le gouvernement de Paul Biya qui a bénéficié d'un décret de Paul Biya, si vous le voyez travailler, il fait plus de 6 mois, il est toujours là, il est même content d'être là, c'est que c'est un faux type. C'est que c'est un faux type. Il ne peut pas avoir de vrais fonctionnaires, de vrais Camerounais dans le gouvernement de Paul Biya. C'est impossible. Et donc, tous les gens qui supportent sont des faux types. Donc, je dis, et j'assume, Eto'o-Fils, c'est un faux type. Eto'o-Fils, c'est un faux type. Tu ne peux pas être un vrai type et tu fricotes avec les baboquets, avec les Vodayolos. Les gens à qui on vole des milliards dans leur maison. Et on dit que tu es un vrai type. Et on dit que c'est toi qui vas venir changer. Jusqu'à les églisiens là, les moutons là. Ils vont nous chanter que, non, c'est étudié. C'est lui qui va. Eto'o. Un homme qui a été condamné en Espagne pour fraude fiscale. Et qui mange l'argent fait qu'à foutre. On ne sait pas où l'argent là part. On entend des milliards, mais on ne voit même pas ce que ça fait. Des milliards qui devaient développer le football amateur, mais où les clubs n'ont même pas 5 francs. Mais les gens, même les intellectuels, comme on estimait professeur Baïbek, supportent le type là, le béninois, qui aujourd'hui se retrouve dans une audition
pour faire grave. Alors qu'on nous disait qu'il vient là pour redonner à la FECAFOOT sa grandeur perdue. Et voilà la grandeur où maintenant le monde entier nous regarde. Du jamais vu. Un président d'une fédération africaine qui se fait auditionner par la CAF. La CAF qui n'a jamais sanctionné tous ces bandits qui sont dans les fédérations. Parce que le football, c'est le milieu le plus voyou du monde. Si vous rentrez dans ce milieu-là et vous restez là, c'est que vous-même, ça ne va pas. Moi, j'ai fui. J'ai abandonné mon club affilié à la FECAFOOT parce que c'est un milieu et puis c'est à tous les niveaux. Les joueurs, même les jeunes là, c'est des malhonnêtes. Les entraîneurs, des malhonnêtes. Les gens les dirigeants, tout le monde est malhonnête dans le football. Tout le monde, c'est un milieu de voyous. Donc, tout ça là pour clore ce petit débat. J'ai débordé. Et je vous prie de m'en excuser parce que cette partie-ci là, c'est une partie que normalement je fais sur ma page, qui est la page Bonnie Toutologue, comme on m'appelle. Vous savez comment on m'appelle Toutologue? Je parle de tout. Mais la page Doc Bonnie, malheureusement, Facebook, je sais pas ce que je peux faire à Zuckerberg, mais je sens que si il passe dans mes 50, ça va être chaud, hein? Ça va être chaud. Parce que je testais juste ma tablette pour le direct que je devais faire sur cette page-là. Donc, Bonnie, hier, direct sur l'hôpital camerounais. Ce grand malade. Avec, en ligne de mire, l'hôpital à Quintini. Pour des faits graves qui se sont passés là-bas dernièrement. Et il nous a été rapporté un cas de mauvaise prise en charge. Voilà. Et donc, je devais commenter ça. Mais, donc, en testant, j'avais mon téléphone juste à côté de moi parce que je regardais, à partir du téléphone, je regardais le match Portugal-Géorgie. Et donc, c'était posé là, on entendait, mais on ne voyait même pas. Et comme j'étais en ligne, je faisais un direct de testing. Ben, l'algorithme de Facebook est passé par là, non seulement a stoppé le direct, et m'a dit que je diffuse un média qui est privé, et donc les droits d'auteur ne me permettent pas de diffuser ça. Oh, je n'étais pas en train de diffuser en tant que tel, mais bon, c'était par négligence. Et paf, allez, mon compte est bloqué. Je ne sais pas pour combien de temps, peut-être même que c'est définitif, moi je ne sais pas, mais le compte est bloqué. Et vous ne pouvez pas vous faire une réclamation. On vous dit même que vous pouvez, si vous n'êtes pas content, mais quand je clique sur l'onglet là, ça m'ouvre un truc là, je rédige quelque chose pour leur expliquer le contexte. Quand je leur dis que le monsieur ne peut pas partir. Donc Zuckerberg est devenu autre chose. Il a mis en place une structure où il n'y a que des robots. Parce que quand même, quand il y a un humain derrière, mais vous expliquez le contexte. Et d'ailleurs, vous devez avoir aussi plutôt une action éducative. On vous dit non, vraiment, oui. Bon, vous ne saviez pas et tout, mais ne recommencez plus. Ben, vous ne faites plus ça. Mais non, la paf, allez, tac, on n'en parle pas. Et il n'y a pas un humain derrière. Donc, je ne sais pas si, j'ai même essayé d'aller voir comment est-ce que par téléphone, par un mail dédié, où vous pouvez avoir finalement des humains derrière, vous expliquer la situation, pourquoi on lève votre truc. Rien. Rien. Voilà Facebook. Et les Africains sont incapables d'avoir un réseau social dédié à l'Afrique. Pas les Africains, mais ce n'est pas seulement pour les Africains, mais pas les Africains. L'Afrique ne peut rien faire. On ne sait pas faire les vaccins. On consomme tout ce qui vient d'ailleurs. On ne sait pas faire les réseaux sociaux. On consomme tout ce qui vient d'ailleurs. On ne sait pas fabriquer les voitures. On ne sait rien faire. Toute une Afrique. Mais bon.
Ok, donc, ceci dit, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. On reste ensemble. Et pour résumer, aujourd'hui, enfin hier, c'était le 21e anniversaire du décès de Marc-Vivien Foé. Une pensée à lui. Pour que cela ne se répète plus, il faut qu'on soit dans l'enseignement de l'éducation et qu'on apprenne aux gens que le sport, c'est bien pour la santé. Le sport, c'est bien pour la santé. Mais il faut faire le sport quand on est en santé. On peut faire le sport quand on n'est pas en santé, mais là, ça devient un sport médicalisé. Donc, sous le contrôle d'un médecin, avec un protocole bien défini. Si on fait le sport comme ça, le sport tout venant, alors qu'on est malade, on risque d'aggraver sa maladie ou même de mourir précocement par arrêt cardiaque. Et ce qu'il faut donc retenir, si vous êtes malade, notamment si vous avez de la fièvre, si vous avez de la diarrhée, ne faites pas le sport. Car vous courez le risque de vous déshydrater. Et la déshydratation qui vous fait perdre des ions essentiels peut entraîner un emballement du cœur et un décès par arythmie cardiaque. À bon entendeur, salut. À très bientôt. Ciao, ciao.